obscurité, silence, et puis un écho. L'histoire se souvient des guerres, des révolutions et des leaders qui ont gravé leur nom dans la pierre. Mais parfois, les plus grandes tragédies d'une nation sont délibérément effacées, enterrées non sous les décombres, mais sous le silence. Ce n'est pas un récit des champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale, ni une histoire de généraux traçant des lignes rouges sur des cartes. C'est quelque chose de bien plus obsédant, une catastrophe si violente, si dévastatrice, qu'elle a déchiré la peau même d'une nation. Et pourtant, pendant 30 longues années, ce fut comme si elle n'avait jamais eu lieu. Le Japon. Une terre marquée à jamais par les champignons atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, une nation cicatrisée par les bombardements incendiaires et pourtant renaissante par la résilience. Mais cachée dans ses ombres se trouve une autre catastrophe. Une explosion, non de guerre, mais de silence. Une déflagration qui a secoué la terre, brisé des maisons, volé des vies, puis a disparu des archives publiques. Pourquoi un gouvernement dissimulerait-il un tel événement? Était-ce la peur de la honte, de la faiblesse, de perdre la face devant le monde? Ou était-ce quelque chose de plus sinistre, un calcul, un compromis, une vérité trop insupportable à admettre? Imaginez la nuit où cela s'est produit. Le tonnerre du feu, les murs tremblants, les familles criant dans l'obscurité. Et pourtant l'aube est venue, et les voix officielles ont dit aux gens « Il n'y a rien eu, oubliez. Mais comment oublier que la terre sous vos pieds se retourne contre vous? Comment effacer l'odeur de la cendre, l'écho creux de l'absence, là où vos proches se tenaient autrefois? » Pendant 3 décennies, le silence a perduré. Pendant 3 décennies, la mémoire est devenue un mythe. Jusqu'à ce que la vérité commence à refaire surface. Fragile, contestée, à moitié chuchotée. C'est l'histoire de l'explosion que le Japon a tenté de cacher pendant 30 ans. Une histoire de feu et de silence, de coûts humains et de déni politique. Mais ce soir, vous l'entendrez. Le Japon des décennies d'après-guerre était une nation sur la corde raide. Vaincu en 1945, occupé jusqu'en 1952, puis propulsé dans une renaissance économique miraculeuse, il portait le paradoxe de la fragilité et de la résilience. À la fin des années 1950 et 1960, ses villes scintillaient de néons, ses usines rugissaient d'activités industrielles, sa culture s'étendait vers le monde moderne. Mais sous la surface, il y avait de l'inquiétude, agitation politique, pression de la guerre froide, et un souvenir persistant de dévastation qui n'avait jamais complètement guéri. Et puis, l'explosion. Cela ne s'est pas produit dans le théâtre ardent de la guerre, mais en temps de paix, un moment où le Japon disait au monde « Nous sommes reconstruits, nous sommes modernes, nous sommes forts ». L'explosion a brisé cette illusion en une seule nuit. Une installation industrielle, lourde de produits chimiques, de carburants et de composés volatiles, s'est transformée en un brasier. En quelques secondes, le feu a jailli dans le ciel, peignant l'horizon de teintes apocalyptiques. La terre a convulsé comme si une faille cachée s'était ouverte. Des bâtiments à des kilomètres ont tremblé. Les fenêtres ont volé en éclats. Les gens se sont réveillés au milieu des cris et de la fumée. Un survivant se souvient. La nuit est devenue le jour. Un instant, j'ai cru que la guerre était revenue, que les Américains étaient revenus avec des bombes. Mais ensuite, j'ai réalisé, c'était nous. C'était notre propre terre qui nous trahissait. Mais la trahison ne se trouvait pas seulement dans les flammes. Elle est venue après, lorsque les officiels sont arrivés, lorsque les journalistes ont été réduits au silence, lorsque les titres se sont transformés en vagues mentions d'un accident industriel. Il n'y a pas eu de liste de victimes, pas de deuil national, pas de monument. Les morts sont devenus des ombres sans nom. Pourquoi?
Certains disent que c'était l'ampleur même de l'explosion, trop humiliante pour une nation qui avait promis au monde qu'elle était en plein essor, moderne, sûre. D'autres chuchotent des liens militaires, des stocks expérimentaux qui n'auraient pas dû être là, des contrats gouvernementaux liés à la surveillance américaine pendant la guerre froide. Admettre la vérité aurait signifié plus que de la honte. Cela aurait pu signifier un scandale sur la scène internationale. Mais imaginez être là, un enfant dans le quartier voisin. Les murs se sont fendus, des éclats de verre ont plu, vos parents se sont précipités pour vous protéger. Puis, les jours suivants, des officiels sont venus non pas avec de l'aide, mais avec des avertissements. Ne parlez pas, ne racontez pas votre histoire. Oubliez. Le silence peut-il vraiment étouffer le feu? Pendant un certain temps, oui. Les journaux étaient obéissants. Les chaînes de télévision ont détourné le regard. Les survivants ne racontaient leurs histoires qu'à voix basse. Et le Japon a continué sa marche. Dans les années 1970, les années 1980, construisant des trains à grande vitesse, exportant de l'électronique, éblouissant le monde. Mais l'histoire, comme la fumée, a le don de trouver des fissures pour s'infiltrer. Au milieu des années 1980, des rumeurs ont refait surface. Des documents déclassifiés ont fait allusion à quelque chose d'enterré. De vieilles photographies, granuleuses et brûlées, montraient des blocs entiers réduits en gravats. Des journalistes sont tombés sur des survivants qui portaient encore des cicatrices, non seulement sur leur peau, mais dans leur mémoire. Lentement, le silence a commencé à trembler. Mais cette nuit-là, la nuit du feu, ce n'était pas le silence, c'était le chaos. Des familles ont fui pieds nus dans les rues, les hôpitaux débordaient, leurs couloirs bordés de brûlés et de blessés. La pression de l'eau a chuté, les bouches d'incendie se sont taries. Les pompiers, beaucoup d'entre eux volontaires, étaient impuissants face à l'incendie qui consumait les réservoirs de carburant comme des torches. Certains ont péri lorsque des explosions secondaires ont déchiré l'air. Un témoin se souvient « J'ai entendu un bruit comme le tonnerre roulant encore et encore. » Toutes les quelques minutes, une autre détonation. Nous ne savions pas où courir, car toutes les directions portaient le feu. Et pourtant, le lendemain, le récit officiel était court, clinique, dépouillé de toute horreur. Un petit accident s'est produit. Dommage minime, pas de soucis supplémentaires. Minime, les corps fumaient encore. L'air était toujours étouffé par les cendres chimiques. Des enfants toussaient encore du sang. Mais le rapport était établi. Une oblitération écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'autorité. Voici l'ironie. Une nation si ouverte dans son souvenir d'Hiroshima et de Nagasaki, si désireuse de montrer au monde les cicatrices des bombes étrangères, était réticente à montrer ses propres blessures, celles infligées par ses propres échecs. Était-ce la fierté nationale, la peur politique, ou quelque chose de plus sombre, la connaissance de la négligence, de la corruption, ou d'accords secrets trop dangereux à révéler? 3 décennies s'écouleraient avant que des fragments de la vérité ne reviennent. 30 ans durant lesquels les survivants ont vieilli en silence, 30 ans durant lesquels des photographies ont jauni dans des tiroirs oubliés, 30 ans durant lesquels le Japon a construit des gratte-ciel sur une terre encore hantée par une nuit de feu. Mais même le silence se désagrège. Au moment où les chuchotements ont refait surface, ils portaient le poids de fantômes. Des fantômes de ceux qui n'ont jamais été nommés, jamais pleurés, jamais dotés de la dignité du souvenir. Des fantômes qui persistent non pas dans les temples ou les cimetières, mais dans des questions sans réponse. Et donc nous devons demander, que signifie pour une nation de cacher sa propre catastrophe? Le silence protège-t-il ou empoisonne-t-il? L'oubli peut-il être un bouclier ou corrode-t-il l'âme même d'un peuple? Le silence n'était pas accidentel, il était orchestré. Quelques heures après l'explosion, une chaîne de fonctionnaires, de dirigeants d'entreprises et de représentants du gouvernement a agi rapidement.
Les rapports ont été saisis. Les journalistes ont été avertis. L'épave elle-même a été déblayée avec une vitesse déconcertante, comme si les ruines mêmes devaient être effacées avant que quiconque ne puisse entrevoir l'ampleur de ce qui s'était passé. Dans les récits de survivants, il y a un détail glaçant. Des hommes en costume sombre, pas des pompiers, pas des médecins, marchant calmement parmi les débris fumants, prenant des notes, parlant d'un ton sec. Qui étaient-ils? Des enquêteurs? Des observateurs gouvernementaux? Ou des gardiens d'un secret qui ne pouvait être autorisé à respirer? Une femme, jeune infirmière à l'époque, se souvient avoir soigné des victimes de brûlures dans les heures qui ont suivi l'explosion. Elle se rappelle: « Nous n'avions plus de fournitures. Les blessés arrivaient par vagues. J'ai demandé plus de bandages, plus de morphine. Mais ensuite, un homme est venu et m'a dit de ne pas noter les chiffres. Ne les comptez pas, a-t-il dit. Il n'y a pas de registre. » C'est là que j'ai compris. Ce n'était pas seulement un accident. C'était quelque chose qu'il voulait effacer. La guerre froide planait en arrière-plan. Le Japon, allié aux États-Unis, était un pilier essentiel dans le Pacifique. Des accords militaires étaient signés dans l'ombre, des bases parsemaient le paysage, et les industries se liaient à des contrats nationaux et étrangers. Et si l'installation qui a explosé faisait partie de ce réseau caché, et si son contenu n'était pas seulement des produits chimiques à usage civil, mais quelque chose lié à l'approvisionnement militaire, à du carburant expérimental ou au stockage d'armes discrètement autorisées sous surveillance étrangère. Admettre une telle chose aurait été désastreux. La constitution d'après-guerre du Japon était bâtie sur la renonciation à la guerre, sur la projection de la paix. L'aveu de tels stocks ou d'une telle négligence aurait déchiré le fragile récit de la Renaissance. Cela aurait risqué l'indignation publique, un examen international et peut-être même l'effondrement de la confiance avec son allié américain. Et ainsi, le récit fut étranglé. Mais le silence a un coût. Les survivants ont porté le fardeau seuls. Beaucoup ont été relocalisés discrètement, des compensations chuchotées via des règlements privés, jamais reconnus dans les registres publics. Certains ont développé des maladies, des lésions pulmonaires, des maladies de peau, des cancers, sans jamais recevoir de reconnaissance officielle. Se plaindre, c'était risquer d'être traité de déloyal, d'hystérique, ou pire, de menteur. Un homme, ouvrier d'usine, tenait un journal secret. D'une écriture tremblante, il a décrit la nuit. « J'ai couru en portant mon fils. Les flammes étaient plus hautes que les bâtiments. Lorsque nous avons atteint la rivière, j'ai regardé en arrière et j'ai vu que notre rue avait disparu. Plus tard, quand je suis allé à la mairie, ils m'ont dit d'oublier. J'ai demandé « Comment puis-je oublier quand je n'ai plus de maison, plus de voisins ?» Ils m'ont donné un papier à signer. Je ne l'ai jamais lu. Mais j'ai signé parce que j'étais fatigué, parce que j'avais peur. Ces fragments refont surface des décennies plus tard, comme des eaux ramenées par la mer. Ils nous disent de quelque chose de plus grand que ce que les statistiques pourraient jamais faire, que le silence n'est pas la paix, c'est l'étouffement. Pourtant, dans l'histoire officielle du Japon d'après-guerre, la nation s'est relevée sans interruption, modernisée sans rupture. Les manuels scolaires ont loué le miracle économique. Les documentaires ont célébré le train à grande vitesse. Les politiciens ont parlé de progrès. Pendant ce temps, le cratère laissé par l'explosion a été pavé, reconstruit, intégré au tissu de la vie urbaine comme si rien ne s'était jamais passé. Et cela soulève une ironie troublante. Comment une société qui se souvient d'Hiroshima avec une telle solennité, qui enseigne Nagasaki comme une leçon pour le monde, peut-elle délibérément enterrer sa propre catastrophe? C'est peut-être là le fond du problème. Hiroshima et Nagasaki ont été infligés de l'extérieur. Bombes étrangères, blâmes étrangers. S'en souvenir était sûr, même nécessaire, car cela donnait au Japon une autorité morale
un rôle de victime éternelle de la cruauté de la guerre. Mais cette explosion, c'était différent. C'était auto-infligé, né de la négligence, du secret ou de l'ambition. S'en souvenir signifierait admettre la faiblesse, la culpabilité, peut-être la complicité. Et donc il fallait que cela disparaisse. Pendant 30 ans, le silence a tenu bon. Les survivants ont vieilli, les ruines ont été reconstruites et des générations ont grandi sans le savoir. Ce n'est qu'à la fin des années 1980 et au début des années 1990, lorsque les archives ont commencé à s'ouvrir, lorsque les journalistes ont osé creuser, que des fragments ont refait surface. Des photographies granuleuses de la boule de feu, des rapports avec des lignes expurgées, des familles enfin prêtes à parler, leurs voix tremblantes mais insistantes. Et les questions se sont multipliées. Qu'est-ce qui était exactement stocké dans cette installation? Pourquoi les chiffres des victimes n'ont-ils jamais été publiés? Pourquoi des quartiers entiers ont-ils été relocalisés sans explication? Pourquoi le gouvernement a-t-il classifié le site pendant des décennies? Chaque réponse ne menait qu'à plus de questions, et chaque question coupait plus profondément dans le mythe de la renaissance sans faille du Japon d'après-guerre. Mais la révélation la plus douloureuse n'était peut-être pas dans la politique, ni dans le secret, mais dans le coût humain auquel on a refusé la dignité. Des enfants qui n'ont jamais eu de sépulture, des parents qui n'ont jamais vu les noms de leurs disparus inscrits, des blessures qui sont restées sans nom, comme si le silence lui-même pouvait guérir. Ce n'était pas possible. Le silence est une blessure qui s'infecte. Et à la fin, lorsque la vérité a commencé à s'infiltrer, la blessure s'est rouverte, non seulement pour les survivants, mais pour une nation forcée de confronter une fracture cachée dans sa propre histoire. À la fin des années 1980, le Japon était un titan économique. Des gratte-ciels illuminés de néons brûlaient au-dessus de Tokyo. Les exportations inondaient le monde. Voitures, appareils photo, micropuces. Le pays qui n'était autrefois que ruine était maintenant un symbole de progrès. Pour le monde, le Japon était le modèle de la modernité. Mais sous le vernis, le silence s'est fissuré. Cela a commencé par des chuchotements dans les archives. Un historien est tombé sur un dossier à moitié oublié, daté de la fin des années 1950, estampillé confidentiel. Les lignes étaient fines, l'encre pâlissait, mais les mots coupaient comme des lames. Explosion. Nombreuses victimes civiles. Supprimer la diffusion. Peu après, un pompier âgé a accordé une interview, la voix tremblante. Il s'est souvenu qu'on lui avait ordonné de ne pas parler. Il se souvenait de la nuit, le ciel devenant rouge, le bruit des réservoirs de carburant éclatant comme des coupes de tonnerre, des camarades disparaissant dans des tempêtes de feu. Il a avoué que des dizaines de ces hommes n'étaient jamais rentrés chez eux, pourtant leurs noms n'ont jamais été ajoutés à aucun mémorial. On nous a dit, a-t-il dit, de les effacer même de la mémoire. Les vannes se sont ouvertes lentement, douloureusement. Les journalistes ont creusé plus profondément, assemblant des bribes de témoignages, des photographies fanées, des fragments de rapports officiels. Les survivants, enhardis par l'âge et la colère, ont commencé à parler. Certains ont montré des cicatrices sur leurs bras, leurs visages, les brûlures de cette nuit-là toujours gravées dans la chair. D'autres ont parlé de maladies qui les ont hantés pendant des décennies. Une mère a révélé une petite boîte qu'elle avait gardée cachée pendant 30 ans. À l'intérieur, une chaussure carbonisée, celle de sa fille. Elle a murmuré « On m'a dit de ne pas parler d'elle, mais comment une mère peut-elle oublier son enfant ? Chaque année, je place cette boîte près de la fenêtre et je dis à son esprit que je n'ai pas oublié. Mais le monde l'a fait. » Plus la vérité faisait surface, plus le silence devenait accablant.
Pourquoi les chiffres des victimes n'avaient-ils jamais été publiés? Pourquoi les compensations avaient-elles été cachées derrière des règlements privés? Pourquoi des quartiers entiers avaient-ils été reconstruits sans même une plaque pour marquer les vies effacées? La réponse était claire, parce que la vérité aurait fracturé l'image d'un Japon intouchable, renaissant, parfait. Parce que la vérité aurait révélé la négligence, la corruption d'entreprises et peut-être même des enchevêtrements militaires liés à la guerre froide. Des dossiers américains déclassifiés, une fois ouverts, faisaient allusion à des expériences industrielles militaires conjointes dans certaines installations japonaises. Composées de carburant, stocks chimiques, matériaux volatiles. LS stockés sous des contrats vagues. Si cela était vrai, l'explosion n'était pas seulement un accident. C'était le résultat d'une recherche imprudente de pouvoir, cachée sous le manteau de la reconstruction. Et ainsi la tragédie s'est approfondie. Non seulement des vies ont été détruites, mais elles l'ont été pour quelque chose qui n'a même jamais été admis. Dans les années 1990, des documentaires ont commencé à apparaître, discrets, hésitants, mais sans concession. Des journalistes ont filmé des survivants marchant dans des quartiers reconstruits sur des cendres. Ils ont montré des rues où des maisons se tenaient autrefois, des usines où des pères travaillaient. Ils ont pleuré, non seulement pour ce qu'ils avaient perdu, mais pour les décennies où ils avaient été forcés de faire comme si rien ne s'était passé. Et le public japonais, longtemps protégé de la vérité, a commencé à demander « Combien d'autres silences sont enterrés? Combien d'autres blessures ont été recouvertes au nom du progrès ?» Mais avec la révélation est venue l'ironie. À ce moment-là, beaucoup des coupables avaient disparu. Politiciens à la retraite, dirigeants enterrés, dossiers perdus dans le temps. La reddition de comptes s'est dissipée comme de la fumée. Ce qui restait n'était que mémoire, seulement des fragments assemblés par ceux qui refusaient d'oublier. Pourtant, les fantômes sont revenus. Non pas des esprits littéraux, mais le poids obsédant de l'absence. La connaissance que pendant 30 ans, une nation a vécu sur les cendres de son propre peuple sans oser les reconnaître. Un survivant âgé, s'adressant à une foule, a résumé cela avec des mots tremblants. Nous n'avons pas été tués seulement par l'explosion. Nous avons été tués à nouveau par le silence. L'histoire elle-même semblait se plier sous cette vérité, car qu'est-ce qui est plus destructeur, le feu qui consume ou le silence qui efface? Le Japon, la terre qui a érigé Hiroshima et Nagasaki en leçons éternelles pour l'humanité, avait caché une autre leçon, une leçon née non pas de bombes étrangères, mais de sa propre négligence, de son propre secret. Et dans cette dissimulation résidait une histoire plus sombre, que les nations, même celles qui prônent le souvenir, choisiront l'oubli quand cela protège leur fierté. À mesure que les révélations se propageaient, des débats s'enflammaient. Fallait-il un monument? Les manuels scolaires devaient-ils raconter l'histoire? Les noms des morts devaient-ils être arrachés au silence? Le gouvernement a hésité. Certains ont admis des fragments, d'autres ont esquivé, affirmant que le passé était trop lointain, trop flou. Les survivants ont riposté, exigeant la dignité après des décennies de déni. Mais la question la plus obsédante persistait peut-être au-delà de la politique, au-delà des monuments. Une nation peut-elle vraiment guérir si elle enterre ses blessures au lieu de les affronter? La réponse est incertaine. L'explosion, longtemps cachée, vit désormais dans le domaine de la mémoire contestée, moitié fait, moitié mythe, moitié ombre. Elle ne se présente pas seulement comme une tragédie de feu, mais comme une parabole du silence. Et au final, c'est peut-être cela la plus grande explosion, non pas celle des produits chimiques et des flammes, mais celle de la vérité qui se libère, après 30 ans d'étouffement. Le feu s'est éteint il y a longtemps. Les ruines ont été déblayées, la fumée dispersée dans le ciel, et le silence a pesé pendant 30 longues années. Aujourd'hui, les quartiers où cela s'est produit bourdonnent d'une vie ordinaire. Les magasins ouvrent leurs volets,
Les enfants vont à l'école, les trains passent en rythme, le sol semble calme, le ciel semble le pur. Pour un œil non averti, il n'y a aucune trace qu'un monde entier s'est un jour effondré ici. Mais l'histoire ne s'écrit pas seulement dans les monuments. Elle persiste dans la mémoire, dans les cicatrices, dans les questions restées sans réponse. L'explosion que le Japon a tenté d'effacer était plus qu'une catastrophe industrielle. C'était une blessure à la vérité elle-même, car lorsqu'une nation décide que le silence est plus précieux que l'honnêteté, le prix est payé non par les dirigeants, non par les gouvernements, mais par les hommes et les femmes ordinaires dont les vies sont consumées puis niées. Les survivants parlent encore, leur voix fragile mais implacable. Certains racontent toute la nuit avec des tons tremblants. D'autres montrent les cicatrices que les décennies n'ont pas effacées. Quelques-uns chuchotent les noms d'enfants qui n'ont jamais grandi, dont la vie n'existe que dans des boîtes cachées, dans des chaussures calcinées, dans des photographies jaunies à l'abri des regards. Et dans leur voix réside l'ultime défi, contre le silence des officiels, contre les effacements de l'histoire, contre l'oubli opportun du progrès. Ils se souviennent. C'est peut-être là la leçon la plus profonde. Les nations peuvent construire des gratte-ciels sur des ruines. Les gouvernements peuvent classer des dossiers et effacer des rapports. Des générations peuvent être élevées dans l'ignorance. Mais la mémoire survit. Elle refait surface par fragments, dans des témoignages, dans la persistance de ceux qui refusent de laisser le silence avoir le dernier mot. L'ironie est amère. Hiroshima et Nagasaki sont mondialement commémorés, gravés dans la conscience de l'humanité. Mais cette explosion, bien que d'une ampleur moindre, révèle une autre vérité, que toute mémoire n'est pas permise. Certaines catastrophes sont élevées en leçons, d'autres sont enterrées comme si l'eau. Oubli allait protéger la nation de la honte. Mais l'oubli n'est pas une protection. L'oubli est une corrosion. Il ronge non pas les ruines, mais l'âme d'un peuple. Alors ce soir, en écoutant cette histoire, demandez-vous, quels autres silences sont enfouis sous les nations auxquelles nous faisons confiance? Quelles catastrophes ont été recouvertes, reconstruites, effacées, non parce qu'elles ne se sont pas produites, mais parce qu'elles étaient trop gênantes pour être rappelées. L'histoire ne concerne pas seulement ce dont on se souvient. Elle concerne aussi ce qui est caché. Et parfois, les histoires les plus obsédantes ne sont pas celles que nous connaissons, mais celles que nous ne sommes pas autorisés à connaître. L'explosion que le Japon a cachée pendant 3 décennies n'est plus entièrement cachée. Sa vérité a fait surface, fracturée, incomplète, mais indéniable. Et dans cette révélation réside quelque chose à la fois tragique et profond, la preuve que le silence ne peut pas durer éternellement. La preuve que même la nuit la plus sombre sera finalement transpercée par la lumière fragile de la mémoire. Et ainsi l'histoire revient, non pour condamner, non pour accuser, mais pour nous rappeler que le passé perdure. Non seulement dans les manuels scolaires ou les musées, mais dans les murmures des survivants, dans les cicatrices des oubliés, dans le poids du silence que l'histoire ne peut jamais entièrement supprimer. Si cette histoire vous a troublé, si elle vous a fait réfléchir, alors portez-la. Partagez-la, racontez-la, laissez-la respirer. Car le souvenir n'est pas seulement un acte d'histoire, c'est un acte de résistance. Parce qu'au final, le silence est la véritable explosion. Et la seule façon de le contenir est de le briser. Alors souvenez-vous, et ne laissez pas les oubliés le rester. Si vous avez trouvé cette histoire puissante, si vous croyez que ces voix ne devraient pas s'éteindre à nouveau, alors maintenez-les en vie. Partagez cette histoire afin que d'autres puissent savoir. Abonnez-vous afin que d'autres histoires cachées puissent être mises au jour, d'autres silences brisés. Et surtout, ne cessez jamais de poser les questions que l'histoire tente d'enterrer,